In Vomeka, in the Ja and Lobo division of the south region of Cameroon, it is midday. The same time in Akwa Douala, Cameroon's economic capital, and you're on to the bilingual newscast on Equinox Television, live from Douala, Cameroon. The first part is in the French language with Julien Bert-Bissay. Julien Bert-Bissay, good afternoon. Bon après-midi à vous, Fomi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Et merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Matinée perturbée dans la ville de Bertois. Les conducteurs de mototaxi ont posé des barricades sur la voie publique et bloqué l'entrée des services du gouverneur. C'est suite à la vague d'insécurité dans la ville. Hier, l'un des leurs a été tué par des inconnus à l'aide d'une arme. Parlons à présent de cette vague d'indignation sur les tortures dans le nord-ouest. 3 femmes et 2 bébés ont été victimes de bastonnades et sévices corporels dans la localité de Balim, c'est dans le département de la Mézam. Leurs bourreaux, des hommes armés non identifiés, accusent les femmes en question de jouer les informateurs auprès des autorités administratives. Le récit des faits avec Jean-Paul Chouniat. Des images intenables montrant 3 femmes et leurs bébés rossés à coups de gourdin et fouet en pleine rue, au vu au su de tous. La scène sur la vidéo en question fait le tour des réseaux sociaux et la une des journaux sur la cruauté des agresseurs envers leurs victimes. S'exprimant en une langue locale de la région du Nord-Ouest, les hommes armés non identifiés accusent les femmes d'être les informateurs des autorités administratives et sécuritaires de l'arrondissement de Bali dans le département de la Mézam. Chacun condamnant la barbarie, l'atrocité de ce traitement inhumain infligé à ces femmes. Le Centre africain des droits humains et la démocratie condamne avec la dernière énergie ces tortures sur la population civile dans le nord-ouest et le sud-ouest. Dans un communiqué rendu public, Maître Arbon Congo appelle toutes les bandes armées et les séparatistes à respecter les conventions internationales humanitaires sur la protection des femmes et enfants et préserver les populations civiles des attaques et tortures. De même, le CHRDA interpelle le gouvernement à ouvrir une enquête sur ces violations flagrantes des droits humains et surtout créer des conditions nécessaires pour protéger femmes et enfants sur le théâtre de la crise anglophone. Et sur cette situation humanitaire qui se détériore sans cesse dans les 2 régions du nord-ouest et du sud-ouest, l'ONU a à maintes reprises rappelé au gouvernement de Yaoundé l'impérieuse nécessité de mettre fin à une crise qui a déjà fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés internes et réfugiés vers le Nigeria. L'autre visage de la crise anglophone, c'est la misère des déplacés qui ont fui les violences meurtrières dans le nord-ouest et sud-ouest. Ces déplacés survivent dans une indigence totale dans le département du Mungo. Ils sont 20 membres d'une famille qui ont accepté d'ouvrir leurs portes afin de partager leurs souffrances. Mal nourris, sans emploi décent, résidant dans un espace exigu, ils endurent une situation humanitaire désastreuse. Donald Briskamga, Jacquino Molo. Mai 2018, tout bascule pour la famille Lassa. Sous le crépitement des armes, Denise doit prendre ses jambes au cou, partant de Mounia en quartier de Boya, dans la région du sud-ouest, où les combats entre l'armée et les séparatistes font rage. Sur ses épaules, une dizaine d'enfants avec qui elle trouve refuge à Njombe Penja, dans le département du Mungo, région du littoral. On tirait partout. C'était pas supportable. J'ai fui en laissant tout, même mes habits, tout. Je n'ai rien pris. À la même période, ses frères et sœurs doivent quitter précipitamment Tico, où une pluie de balles tombe sur la ville. Parmi eux, il y a Loveline, enseignante de formation, ses autres frères et sa mère. Avec la situation qu'il y avait là-bas, ne pouvant plus supporter les échanges de tirs, la ville, la situation sécuritaire là, qui était déjà devenue dangereuse, c'est la raison pour laquelle nous nous sommes retrouvés ici. On fait un chômage comme ça, ici depuis, il ne fait rien. Quel niveau?
J'ai un baccalauréat en électrotechnique. Vraiment, le plus dur pour nous, c'est la rentrée scolaire qui aura lieu dans un mois. Vraiment, avoir de l'argent pour inscrire les enfants à l'école ne sera pas facile pour nous. Au quartier Computa, en Djomé-Pendja, le regroupement familial forcé donne 17 âmes à nourrir. Et c'est sur cette grand-mère, au crépuscule de sa vie, que repose la responsabilité des cultes. Il est 10 heures, c'est l'heure du petit repas. L'embouteillage de plats à l'entrée de la cuisine de Fortune contraint à une répartition parcimonieuse au risque d'engendrer des tensions. Désormais, c'est très difficile de manger à la maison. Si nous mangeons 3 bananes par personne, c'est désormais une banane et demie. Et voici tombée la nuit. Quelques coussins de vieux canapés étalés à même le sol. Et l'on peut s'endormir, pas plus. Le plus dur, quand on dort comme ça, ce sont les moustiques, quoi. Avec les champs qu'on a encore aux alentours. Et comme ça, c'est la saison des pluies. Quand il pleut, l'eau stagne. Ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de moustiques maintenant. Et c'est ça qui rend les enfants malades. Comme vous avez vu tout à l'heure, on faisait les remettes là. Dans cette promiscuité, ajoutée à un cadre global de vie exécrable, fait d'insalubrité, l'anophèle femelle du paludisme fait sa fête. Il y a le petit garçon là qui est malade. Par manque d'argent, on m'a montré ce médicament. On m'a demandé de faire comme ça, je lui donne. Avec le manyanga noir et le macet, basilic sauvage. On m'a demandé de faire le mélange pour qu'ils boivent. En 1 an et 2 mois en Djomé-Pendja, et face à un horizon brouillé, les regards de ces enfants sont d'un avenir désespéré. Dans l'impossibilité d'accéder à de nouveaux emplois, la famille Lassa rêve de retourner un jour dans son sud-ouest d'attache. C'est aussi le souhait de la fin d'une guerre qui dure depuis près de 3 ans. Yeah, with the beg God say me he makes all thing he change. For say any man he find his own thing he chop. Protect me his own family. Nothing with the beg and for God that. La crise anglophone a fait plus de 34 000 déplacés internes, d'après un rapport de International Crisis Group, en près de 3 ans. En économie, le processus de rachat des actions de la Banque populaire au sein de la BICEC a suscité des grincements de dents chez le personnel de la banque. Après leur grève pour dénoncer la non prise en compte de leurs droits, le gouvernement a exprimé ses préoccupations sur les conditions de stabilité et de travail à la BICEC durant la phase de transition. Le sujet était au cœur des échanges entre le ministre des Finances Louis-Paul Motazé et le directeur général de la Banque populaire, Caisse d'épargne. Je vous propose à présent de suivre la réaction de Bonce Joseph au micro de Kenox Télévision. Un groupe français qui est actionnaire de la BICEC. Dans le cadre des bonnes relations avec nos autorités, je rends bien évidemment visite au ministre des Finances et nous discutons bien évidemment du processus d'évolution de l'actionnariat de la BICEC sous sa haute bienveillance. Je crois qu'en tout cas au niveau technique et administratif, les choses avancent bien. Bien évidemment, encore une fois, avec l'aide des autorités camerounaises et régionales. Nous en sommes très heureux, nous sommes dans le bon calendrier et nous pensons que les choses vont donc aboutir dans de bonnes conditions. Parlons sport à présent. CAN Égypte 2019. La finale se joue ce soir, 20h heure locale, entre les Lions de la Teranga du Sénégal et les Fennecs de l'Algérie. Ce sera au stade international du Caire. Quels sont les enjeux d'une telle rencontre? Élément de réponse dans ce reportage de Jean-Paul Chouniat.
Je disais tout à l'heure, CAN Égypte 2019. La finale se joue ce soir, 20h, heure locale, entre les Lions de la Teranga du Sénégal et les Fennecs d'Algérie. Ce sera au stade international du Caire. Quels sont les enjeux d'une telle rencontre? Élément de réponse dans ce reportage de Jean Pochignat. Même si dans l'histoire des phases finales de Coupe d'Afrique des Nations, les Fennecs d'Algérie et les Lions de la Teranga du Sénégal se sont déjà confrontés à 5 reprises. La 6e ce 19 juillet au pays des pharaons d'Égypte sera la première finale de CAN entre les deux sélections nationales. Courant toujours après leur premier sacre continental depuis la création de la CAN en 1957, les joueurs sénégalais et tout le peuple ont à cœur de toucher et soulever au moins pour la première fois le prestigieux trophée doré de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Mais au-delà de cet ardent désir et impatience de rentrer dans le cercle fermé des champions d'Afrique, les Lions de la Teranga devront surpasser l'envie et la détermination de leurs adversaires du jour, les Fennecs d'Algérie, qui se sont donné les ressources physiques et mentales dans la conquête d'un titre qu'ils n'ont plus remporté depuis 29 ans. Mieux encore, accéder en finale de la compétition. Les enjeux sont donc énormes pour les deux équipes. D'abord, les Lions de la Teranga du Sénégal. Le défi est plus que personnel pour la star Sadio Mané, vainqueur de la Ligue des Champions avec son club Liverpool, dont une victoire en finale de la CAN le mettrait en pole position pour le titre de Ballon d'Or africain 2019. Deuxième élément de motivation, l'ambition personnelle du sélectionneur Aliou Cissé de remporter le trophée de la CAN en qualité d'entraîneur, à défaut de l'avoir gagné en tant que joueur en finale de la CAN 2002 au Mali. Il y a aussi le soutien et la pression du 12e joueur, les fans des Lions de la Teranga, assoiffés et surtout affamés d'une liesse populaire à tout rompre en cas de victoire de leur équipe en finale ce 19 juin en Égypte. De leur côté, les Fennecs d'Algérie, propulsés par des joueurs efficaces et concentrés sur leur sujet, plus l'envie de leur entraîneur Djabel Belmadi d'entrer par la grande porte dans l'histoire du football algérien, la QV 2019 n'entend surtout pas laisser lui échapper cette opportunité de battre une fois encore le Sénégal et décrocher le 2e titre continental pour l'Algérie. Les Lions de la Teranga, le plus souvent sur-encensés par leurs consultants sur les chaînes internationales, n'ont donc à bien se tenir. Les Fennecs d'Algérie ne leur feront pas de cadeau. Le souvenir amer le plus frais en travers la gorge des Lions de la Teranga étant la défaite en phase de groupe de cette CAN 2019. L'histoire de la finale de la CAN 2019 s'écrira-t-elle à l'envers pour le Sénégal comme en 2002? Les Lions de la Teranga ont 90 minutes, mieux 120 minutes à la limite des tirs au but pour démentir tous les pronostics. Jusqu'ici, le Sénégal n'a jamais battu l'Algérie en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Le pourra-t-il à cette finale de la CAN Égypte 2019? Heure de vérité, ce 19 juillet, au stade international du Caire. La deuxième partie de ce journal est en langue anglaise avec vous, Fomi Armstrong Sanda. Good afternoon once again. Good afternoon, Julian Bed Bisai. Viewers, thanks for joining us in the second segment of news in the English language. Amongst the over 500,000 Anglophones displaced by the Anglophone crisis, according to figures advanced by international non-governmental organizations, is the Cheges family. This family of 17 was in Tiko in the Fako division of the Southwest region, even before the start of the Anglophone crisis, chased by the insecurity and the worsening crisis. They now live under precarious conditions in the town of Njombe in the Mungu division of the Littoral region. We went to them and of course they recount their daily difficulties to our reporters. More in the following report. They have been forced out of their homes to live in precarious conditions by what many qualify as a senseless war, paralyzing the northwest and southwest regions of Cameroon. They, like 1,000 other families displaced in and out of Cameroon, have continued to suffer because of what Human Rights Watch in its most recent report qualified as the lack of genuine will by the governments of Cameroon and separatists to dialogue in order to end the suffering. In this plank house in the computer quarter in the heart of the town of Njombe, in the Mungo division of the Littoral region of Cameroon, are 17 internally displaced persons who depend solely on this aging Good Samaritan mother to be able to eat.
Why will I not assist them? Should I allow them to stay without food? No, this is not possible. Yesterday I went out to get some leaves so we can be able to eat. Now we share everything together. If we will be chopping 2 banana, we will chop that 1.5 for 3 people. So we something they eat. Loveline Chege, eldest child of the displaced family, recalls when darkness befell the family. It started with the situation there in Southwest, with the insecurity, the gunshot. We were not able to live there. We ran away and came here. Having fled the troubles of war, they now live the troubles of life. Things are not easy. Even to eat, to dress is not easy. We are 17 of us in this house. Loveline says they now do things they have never thought of doing just to be able to survive. We are doing a job, what we call here Pambe, and they pay us 2,000 for that period, 7 to 6, 2,000. Like Loveline, a degree holder in French language, who lost her job as a French teacher in Tico, her junior brother, Jomo also lost his job as an electric technician. Cooked food is hardly sufficient given the amount expected to eat from these poor. Because of the limited financial means, Loveline's junior sister is obliged to tend to some concoctions in order to be able to save the life of their sick junior brother. The displaced family do not have beds, and everyone is obliged to sleep on the floor, notwithstanding the difficulty. Mosquitoes are too much. Amidst the unending daily difficulties, the mother of the house foresees more challenges as September approaches. Rendered jobless and homeless by the worsening Anglophone crisis, the lady with a large family, depending on the aging mother in Jumbe in the Mongo division of the littoral region, say her children might not be able to go back to school come September 2019 because of the increasing difficulties in getting finances. Their cry is for the senseless war in the 2 English-speaking regions of Cameroon to end so they can be able to go back home. And one of the challenges in the 2 English-speaking regions rocked by the crisis is that of gross human rights abuses committed by armed individuals. And of course, according to non-governmental organizations, gross human rights violations have been committed in these regions of the country within the context of the fight between the defense and security forces of Cameroon and Ambazonian fighters. A recent case is that of torture seen in a video that went viral on social media. It came from Bali, in Bali subdivision in the Mezam division of the northwest region of Cameroon. The video so far generated gross condemnations from within and out of Cameroon. Simanjikan Gabriel tells us more. The about 3 minutes video spread like wildfire on the social media this Wednesday. In the video, some alleged separatist fighters were seen torturing 3 women, 2 of whom had babies in Bali, a locality in Mezam division of the Northwest region. According to the unidentified armed men, the women were serving as spies and leaking information to soldiers about their hideout as well as providing them with food. The women were seriously beaten with cables, sticks and kicked by these unidentified armed men in the middle of the road as their children cried helplessly. Another video showing the 4 alleged separatist fighters who molested the women later circulated on social media this Wednesday, indicating they had been apprehended by their colleagues and being questioned for the act committed, and they said the women were carrying food and suspected it was meant for soldiers, given that it was a ghost town day. Notwithstanding the publication of the second video, civil society activists have reacted to the incident. The Center for Human Rights and Democracy of Barrister Agbobala Felix Nkongom, in a statement, condemns such barbarism and called on all armed separatists to exercise
restraint on attacks against civilians and observe the principles of human rights and humanitarian law. They also called on the state to investigate such human rights abuses and to put in place conditions that ensure the protection of women and children considered to be the most vulnerable in crisis situation. Another reaction came from the Northwest and Southwest Women's Task Force, who have also condemned rights abuses on women and babies. Human Rights Watch, in its latest outing this week, accused Ambazonian separatists of kidnapping politicians, students, and the clergy in the Northwest and Southwest regions. And it is now known why the first deputy mayor of the Buea Council was dismissed. Emmanuel Motombi Mbome was dismissed in an ordinary session of the Buea Council as from the position of first deputy mayor. Speaking to Derek Jato, the mayor indicated that his first deputy has been consistently absent from council activities, even at the time when the town of Buea was a target from separatists. Derek Jato's report. The Buea Council session that ushered out the first deputy mayor of the said council, Mayor Motombi Emmanuel Mbome, was sacked from his office at this plenary session devoted for the examination and adoption of the Administrative Management and Stores Management account for 2018, which stood at 1,577,181,330 francs CFA. This session, as tradition demands, started with the roll call, and the Secretary General of the Buea Council took the floor to do just his job. Present, sir. And that is the name. The call was answered by silence. Mayor Motombi Emmanuel Mbome is absent, but his absence is felt. Some say they knew the end from this beginning. Mayor Ikema Patrick Esunge will later take to the rostrum and requested for the rules binding the operation of councils, and told his collaborators that Mayor Motombi Emmanuel Mbome has been absent at a time that he is much more needed. He added that he cannot work alone, nor with people that are absent. His immediate assistant, second in command, left him when the town is a target, at a time that the separatist fighters are opening fire in broad daylight, and at a time that the war against Ghost Town is still on. Mayor Ikema Patrick Esunge defended that it is on this aforementioned premise that Mayor Motombi Emmanuel is removed as the first deputy mayor of the Buea Council. In case of cancellations of election where for any other reason the mayor or deputy mayor cease to discharge their duties, the council shall be convened to replace them within a maximum period of 1 month. Within a maximum period of 1 month. Within a maximum period of 1 month. Section 65. And Councillor Ekome William Lifange is now the fourth deputy mayor. And this council session and the outcome of the said session is today the talk of the town in Buea. Mayor Motombi Emmanuel Mbome, now Councillor Motombi Emmanuel Mbome, was seen by pundit as Mayor Ikema Patrick Esunge's best man, someone they always appear together, especially on public stage. They say he was a political and non-political ally. Councillor Motombi Emmanuel Mbome has not said a word, nor responded to the action taken against him. The same session also witnessed the dismissal of Chief J. Mandenge as the councillor of the Buea Council on the basis that he signed a document on behalf of the Southwest Chiefs Conference calling on the chief to boycott the 20th May celebration. And to the Buea Council, his action was too unpatriotic. Staff of the firefighting unit in Ngaoundéré, commonly known in French as sapeurs-pompiers, forwarded some of their challenges to the visiting Colonel Jules Gam, head of the Operation Training and Prevention, who visited the Adamawa Chief Town, Ngaoundéré. Immaculate Fogwe tells us more on that.
The firefighting unit in Gaundare in the Adamawa region is plagued with numerous challenges ranging from inadequate water points, slow interventions, and the limited number of big lorries for the storage of water. It is for this reason why Lieutenant Colonel Jules Gaka, head of operations, visited the Gaundare firefighting unit. While there, he stressed on the importance of being time conscious in case of any fire incident. Gaundare is a big city now, and different points of intervention are so large for firefighters. So we need people here in Gaundare to call quickly, so that the firefighter and rescue men will move rapidly. He acknowledged the fact that his boys are not 100% perfect in terms of know-how, but thinks with the continuous training given to them, better results should be expected in the days ahead. Okay, we are so demanding for our guys that I cannot say they are 100% good. There are some things they need to improve. The more important thing for firefighting is the training. If they are trained every day and respecting what we are looking for them. Lieutenant Colonel Jules Gaka's visit to Gaundare was to confirm that the local authorities are respecting the basic rules of firefighting. He called on the government to assist them with basic working tools so as to ease work. And we also hope that the administrative personnel hierarchy of Gaundare city will give up firefighters some means, because there are some something lacking, an important thing lacking for a city like Gaundare, like the hydrants, to have to refuel their tank with water they need to go. He expressed satisfaction towards the exercise carried out by the staff and called on the population to work in collaboration with the Gaundare firefighting unit. And that report brings us to the end of the midday bilingual newscast on Equinox Television. We thank you for your kind attention. The next edition of the bilingual news comes up at 4 p.m. Julien Bed-Bissay and I will be back, God willing. Julien, see you at 4 p.m. Vous l'avez dit, Formi Armstrong dans le prochain rendez-vous d'information, mesdames et messieurs, c'est lorsqu'il sera 16h sur cette même antenne. Merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal.